lorsque s'opère dans cette dialectique des registres, à tous les niveaux, y compris le niveau le plus infime, ce qu'on peut appeler un essai de renormalisation ou de recentrement des normes du registre 1 qui a été pensé sans vous, d'essayer de le repenser en fonction de vous, en fonction de l'histoire où vous avez à vivre, c'est-à-dire avec toutes ces variabilités, et en fonction de vous qui avez à gérer cette histoire et ces variabilités. On le fait en fonction de quoi? On le fait, on pourrait dire, en essayant d'établir un rapport de santé au sens le plus large dans le milieu, c'est-à-dire un rapport, je dirais, où on essaye de faire prévaloir ce qui est pour soi des valeurs fondamentales de vie. Donc même parfois les plus petites modifications qui sont faites, les individuelles et collectives, portent l'empreinte de se vivre en santé dans un milieu qui est ici un milieu de travail. Finalement, on est amené à penser que le rapport entre l'homme et la technique s'inscrit dans cette dialectique des registres. Mais alors, comment pourrait-on définir la notion de compétence? On en parle beaucoup aujourd'hui. Avant, on parlait plutôt de qualification, de métier. Aujourd'hui, on parle de compétences. En même temps, il y a toujours eu, je pense de même qu'il y a toujours eu gestion dans le travail. Il y a toujours eu des compétences difficilement... on avait du mal à circonscrire, mais c'est pas un problème nouveau. En même temps, avec les nouvelles manières de produire et des biens et des services, les compétences comme difficulté, c'est une question qui prend une dimension nouvelle. Et effectivement, je pense que si on voulait de manière très synthétique, parce que c'est une question bien difficile, mais indiquer comment cette question des compétences aujourd'hui s'inscrit dans ce rapport milieu, dans cette dialectique des registres. De manière assez claire, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui tient à la maîtrise du registre 1, puisque ce rapport au milieu, il y a un rapport d'anticipation. Et je dirais que cette capacité d'anticipation, elle n'a cessé... elle a eu des rythmes très différents, parce que pendant 2,5 millions d'années, elle était presque imperceptible. Et puis, elle s'est accélérée avec la révolution néolithique, et puis avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, ça a pris des dimensions considérables. Donc, cette dimension d'anticipation, donc tout ce qui est les combinaisons techniques, scientifiques, procédures, règles, qui ne sont pas seulement scientifiques et techniques, mais, par exemple, on a parlé de technique juridique, technique comptable... tout ça fait partie de l'anticipation individuelle et sociale par rapport à un milieu humain, un milieu technique, un milieu économique. Bon, donc il y a dans les compétences, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une maîtrise relative parce que personne ne peut maîtriser tout, bien sûr, maîtrise relative de cette dimension d'anticipation, cette dimension du registre 1. Ça, il est sûr que ça fait partie des compétences. Et puis, on l'a dit, le registre 2, c'est le registre des rencontres. C'est le registre de la mise en histoire de tous ces principes. Mise en histoire qui donc crée des rencontres qui ont toujours quelque chose, jamais entièrement, mais quelque chose d'inédit. Quelque chose qui tient à des combinaisons de groupes humains et avec des environnements techniques et matériels, ce qu'on peut appeler des rencontres de rencontres, et qui sont donc tout à fait ancrés dans le fil de l'histoire. Quelqu'un qui arrive dans un bureau, dans un service, s'il ne fait pas l'effort pour comprendre un peu l'histoire qui s'est créée autour de ces personnes, de leur manière de faire, il n'aura pas un rapport efficace avec elles. Il y a donc une deuxième dimension de la compétence qui est beaucoup plus difficile à appréhender certainement et qui tient à la connaissance de ce qu'on peut appeler le fil historique, le registre 2, enfin ce qui se crée dans le registre 2. Donc il y a une deuxième dimension de la compétence qui est de cet ordre-là, qui est donc très différente de la première. La première, elle neutralise le temps, puisqu'elle essaye pour anticiper, il faut neutraliser le fait qu'on va créer dans telle ou telle circonstance, ou que telle et telle personne vont mettre le principe en jeu. Alors que le second, au contraire, il montre que tout ce qui ne fonctionne que dans une histoire particulière, donc dans le temps. Donc c'est deux formes de compétences très différentes. Et puis il y a une troisième qui intervient et qui est encore très très différente. On vient de dire que registre 1, registre 2, ça se gère et c'est un débat de normes. Donc il y a une dimension de valeur qui intervient très profondément dans cette gestion des registres. Donc, et cette dimension des valeurs, qui est très importante pour savoir comment chacun de nous, individuellement et collectivement, va gérer cette rencontre, elle est encore très différente. C'est ni l'un ni l'autre. Donc on a au moins 3 éléments totalement hétérogènes dans leur rapport au temps, dans leur rapport au corps, dans leur rapport à la neutralité,
qui interviennent pour déterminer cette notion énigmatique de compétence. Alors évidemment, ça fait une sacrée tâche pour ceux qui ont à déterminer ou à circonscrire ou à fabriquer des échelles de compétences. Je ne sais même pas comment c'est possible, parce que faire une échelle continue de compétences alors qu'il y a des éléments complètement discontinus, c'est un sacré problème. L'activité, c'est en quelque sorte une expérience de singularisation. Ça veut dire que quand on travaille, on rencontre des moments d'échec, on rencontre des moments de réussite ou d'inventivité heureuse. Tout ça, ça se sédimente. Comment ça se passe exactement quand on va affronter le réel, se confronter au réel? C'est toujours avec la capitalisation d'un certain nombre de choses qu'on a acquis par ailleurs. Il faut bien parler d'essai, encore une fois, parce que les circonstances historiques, économiques, institutionnelles, les relations sociales font qu'il y a beaucoup d'échelles possibles. L'échec peut aller jusqu'au suicide. On a des cas comme ça, quand on ne peut pas. Mais alors, quand on ne peut pas quoi, justement, c'est la question. Moi, je dirais un peu quand on ne peut pas mettre en patrimoine. C'est-à-dire que dans ce rapport au milieu, est-ce que l'activité de travail n'est pas toujours un essai, plus ou moins réussi, plus ou moins raté, en effet, de mettre en patrimoine? Quoi? Ça, c'est très très variable, mais de construire un peu des contours d'un milieu qui soit un peu le sien, en fonction des valeurs qui sont les siennes, et qui sont extrêmement diverses, selon les gens, selon l'histoire, selon les cultures, mais construire une silhouette d'un milieu qui soit plus le sien qu'avant, hein, parce que les marges de manœuvre peuvent être très, très limitées, mais je crois qu'il y a toujours quelque chose comme ça. D'une certaine manière, on pourrait employer cette expression de projet héritage. C'est-à-dire qu'on choisit dans l'histoire, par exemple, de l'entreprise, c'est une entreprise, d'un service, enfin on choisit dans l'histoire ce qui est plus conforme à vos valeurs et qui renvoie à ce qu'on veut mettre en patrimoine dans un projet, dans la vie à venir, dans cette même entité. Autrement dit, le projet et l'héritage se renvoient l'un à l'autre. On se découpe comme projet, comme essai de mise en patrimoine, ce qu'on a découpé comme ce qu'on considère un peu comme son héritage dans la pluralité, dans toutes les dimensions de l'histoire du lieu de travail où on est. Donc il y a un peu de ça, il me semble, dans toute présence dans le travail de cette espèce de dialectique entre les projets et héritages qui peut d'ailleurs bouger, c'est-à-dire qu'après un événement, après un mouvement social, après des transformations techniques et organisationnelles, il peut très bien se faire qu'on change un peu ce qu'on se reconnaît comme héritage parce qu'on change un peu ce qu'on se reconnaît comme projet, etc. Seulement, une fois qu'on a dit ça, une question qu'on peut se poser, que je me pose, qu'est-ce que ça veut dire quand on vit dans une situation de précarité ou d'intérim, ou comme dans certaines situations qui se développent beaucoup, comme la mobilité des situations professionnelles se développe, et qu'on considère presque ça comme une valeur. Par exemple, aux États-Unis, on ne doit pas rester trop longtemps au même endroit. Donc, je ne pense pas que cette notion de projet-héritage tombe en désuétude, mais les dimensions du projet, les dimensions de l'héritage changent d'ampleur. Et ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus individuel, hein. Ce qui n'est pas sans poser de problème. C'est-à-dire que si on vit dans l'idée on acquiert de multiples expériences parce qu'on se négocie et on se vend mieux, je pense que c'est pas sans poser des problèmes. C'est là qu'on retrouve la dialectique micro-macro par rapport à la dimension et la signification du champ du politique. Parce que comment peut-on donner une crédibilité, une solidité au champ du vivre ensemble qui se délibère au niveau du politique, alors que la notion de projet-héritage dans l'activité quotidienne, celle où on déploie beaucoup d'expérience, n'a de sens que quasiment par rapport à sa propre trajectoire. Ça pose des problèmes. Je ne sais pas comment ça va se jouer, mais bon. Enfin, moi, ça m'interroge, comme on dit, hein. Et c'est là qu'on voit comment des choses qui se passent dans le micro du travail auront certainement des effets au niveau du pôle macroscopique et réciproquement. C'est une expérience qu'on a assez souvent, plus d'ailleurs dans le champ de l'usine que dans le champ de l'entreprise de service, et ça c'est un problème. Très souvent, des gens qui ont vécu dans l'entreprise, les opérations portes ouvertes, ils aiment bien ça, ils vous amènent, par exemple souvent c'est la relation père-enfant, ils vous amènent là où ils ont travaillé, et ils vous expliquent
pas tellement le mode d'emploi, mais ce qu'ils font, comment ils ont recomposé, comment ils font fonctionner, les relations collectives qu'ils ont eues, parce que ça, c'est vraiment leur vie, c'est clair. Hein. Donc, on voit très bien que le lieu où travailler, c'est vraiment leur patrimoine, parce qu'ils ont réinventé localement le mode de fonctionnement. Donc, je pense que pour eux, ça a un sens précis. On charge d'histoire ces outils, on charge d'histoire... on attribue une histoire à tout son environnement de travail, et c'est ça qui le rend vivable. Alors, encore une fois, je pense que dans d'autres activités plus impalpables, comme les services, ça peut avoir du sens. C'est parfois plus difficile de retrouver ce sens du projet héritage, ce qui n'est pas sans poser de problème par rapport au tissu de relations sociales, à la capacité d'expliquer ce qu'on a mis en héritage. Je suis sûr que cette difficulté à parler de projet héritage dans des formes plus actuelles d'activité de production de biens et de services, n'est pas sans difficulté par rapport à des relations interindividuelles, par rapport à des relations dans la vie sociale, et par rapport à notre forme de participation politique. Parce que quelqu'un qui peut montrer ce qu'il a mis en patrimoine dans un lieu relativement stable, c'est quelqu'un dont la participation à l'histoire a un sens et lisible. Et de ce point de vue-là, l'histoire prend consistance pour elle. Et donc, parce que ça a un sens dans toutes les dimensions de l'histoire. Quand on n'a plus beaucoup de capacité à montrer sa mise en patrimoine, et que je dirais que la seule capacité, c'est de montrer ce qu'on y gagne, je dirais quasiment financièrement, je ne sais pas très bien quelle forme de relation sociale et politique ça crée. Alors, il ne faut jamais céder au catastrophisme. Et je pense qu'il y a, on pourrait le montrer certainement, des formes nouvelles de mise en patrimoine par exemple, même dans des micro-entreprises de services, sociétés de consulting, ça peut se faire, et c'est sans doute moins facile. Il y a certainement des formes de reconstitution de mise en patrimoine. Mais le fait qu'elles soient moins faciles, moins évidentes, donc la contribution à la création d'un tissu collectif humain soit sans doute moins visible, c'est une façon quand même peut-être de déconnexion partielle par rapport au cours de l'histoire et à la place de chacun dans le cours de l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Je ne sais pas, mais ça peut interroger. Dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle, c'est une question qui a beaucoup d'acuité, parce que insérer un jeune dans une entreprise, aujourd'hui, on voit bien que c'est bien plus que lui donner le mode d'emploi des techniques. Il y a quelque chose de l'ordre du projet héritage. En particulier, quand il y a des difficultés d'insertion, on voit bien que la plupart du temps, ce n'est pas une question d'accès aux techniques. Il y a autre chose qui se joue. Certainement, il faut que le jeune puisse se créer son projet héritage, puisse se créer une forme de mise en patrimoine et qu'on puisse la lui reconnaître pour qu'il se sente vraiment contributeur et participant. À partir du moment où on peut reconnaître la façon dont il a commencé à mettre en patrimoine dans des actes imperceptibles, c'est montrer qu'on comprend comment il essaye de s'insérer. Et au contraire, ne pas voir ça, ne pas saisir ces micro-tentatives de mettre en patrimoine, c'est le dégoûter de ses efforts. Et donc, c'est rater l'insertion. Donc, c'est très, très important. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait fondamental aujourd'hui, si on veut éviter ces méconnaissances de mise en patrimoine, et des dispositifs propres à mettre à la fois en mots et en débat ces essais de mise en patrimoine. Parce que est-ce que gérer la dialectique des registres aujourd'hui, c'est pas inventer toutes sortes de dispositifs de mise en mots et en débat qui permettent de faire ressortir les mises en patrimoine dans des situations d'activité où c'est peu visible, mais où justement peuvent se débattre les normes qui sont mises en jeu. Là, cette gestion des registres, c'est toujours un débat de normes, donc il y a des choix qui sont faits. D'autant plus ils sont impalpables et imperceptibles, d'autant plus il faut des efforts pour les faire émerger, parce que si on ne le fait pas, on ne comprend pas le propre de l'activité des gens, donc on va prendre des décisions mutilantes et qui amèneront des crises quelque part.